On va passer donc à la suite. Prochain exemple, prochain cas d'usage ou prochain domaine, l'agriculture avec André Chanzy. Voilà, donc je vais vous parler un peu d'agriculture. Donc, je suis André Chanzy, directeur de recherche INRAE. J'appartiens à une UMR qui est basée à Avignon, qui est environnement méditerranéen et modélisation des agro-hydrosystèmes. C'est une UMR INRAE Avignon Université. Voilà, donc en fait, en remarque liminaire, je voulais un peu insister sur un peu le contexte actuel, hein, où on assiste à une explosion des applications de la télédétection pour l'agriculture. Et ça, cet engouement peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier, c'est une discipline qui arrive à maturité. Alors, on a parlé tout à l'heure, ça fait 50 ans que les chercheurs s'escriment à trouver, à travailler sur le signal de télédétection. Et donc, effectivement, on commence à avoir quand même une maîtrise de ce qu'on observe. Il y a une explosion de l'offre de mesures, notamment des missions pour l'agriculteur qui sont particulièrement intéressantes, sont celles qui ont un suivi systématique de la surface de la Terre, avec des missions de type Landsat ou Sentinelle, qui sont vraiment des évolutions techniques importantes. Mais ne pas oublier aussi les drones, hein, qui peuvent être utilisés en agriculture, c'est des petits territoires, et dont on dirait, la maîtrise, les coûts deviennent complètement abordables pour développer des applications. Et puis, il y a l'évolution de l'intelligence artificielle qui fait que, finalement, de cette masse de données, on a maintenant des algorithmes qui permettent d'en faire quelque chose. Alors, tout ça, ça conduit quand même à un foisonnement d'applications, de résultats. On parlait de 50 articles par jour. Effectivement, ça doit être l'ordre de grandeur. C'est pas toujours très facile de s'y retrouver. C'est pas toujours très générique. Et donc, l'objectif de l'exposé, c'est de vous donner quelques clés pour voir ce qu'on peut faire avec la télédétection en agriculture. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on mesure avec la télédétection? Je pense qu'il faut avoir conscience qu'à la base, c'est une mesure physique qui est influencée par des facteurs, on va dire, biogéophysiques de la surface et qui vont éventuellement avoir un intérêt pour l'application agricole ou plus généralement environnementale. Donc, il y a trois grands principes, hein, qui sont utilisés. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les principaux. Donc, d'une part, on travaille sur la réflexion du rayonnement solaire pour le couvert végétal, qui est observé par un capteur. Et ça permet d'accéder à différents paramètres intéressants qui sont la surface chlorophyllienne, donc la surface des feuilles vertes, hein, mais aussi des paramètres de biochimie des plantes, de propriété du sol en termes de composition chimique, hein, ou voire d'indicateurs de l'état hydrique du milieu, du couvert végétal, voire du sol. J'ai mis en gras ce qui me paraît être vraiment bien maîtrisé, c'est-à-dire que l'estimation de l'indice foliaire, par exemple, c'est quelque chose que peut considérer comme acquis, sur lequel on peut construire des raisonnements. Dans les autres cas, ça reste encore un peu plus difficile. Enfin, il y a une sensibilité, on obtient des résultats, mais qui sont peut-être moins opérationnels. Le deuxième principe, c'est l'émission par le couvert végétal du rayonnement dans l'infrarouge thermique, hein. C'est ce qui a été évoqué précédemment, hein, dans l'exposé sur les surfaces urbaines. On mesure une température de surface, ça c'est une grandeur très clairement mesurée, hein. C'est même le principe même de cette mesure. Mais dans l'agriculture, la température de surface a de l'intérêt pour le développement des cultures, mais c'est surtout intéressant pour évaluer le stress hydrique, hein. Voilà, avec la possibilité de mesurer l'évapotranspiration. Enfin, le dernier principe, c'est la réflexion du rayonnement micro-ondes émis par un capteur, donc les radars. Et aussi, on peut mesurer l'émission naturelle, mais ça, c'est à des résolutions qui sont très faibles, hein, donc peu utiles pour l'agriculture. Et donc ça permet d'accéder à des grandeurs de type humidité du sol en surface, la rugosité de la surface ou la teneur en eau de la végétation qui peut être vue comme un proxy de la biomasse. Donc, il faut avoir conscience que le signal mesuré, qu'on mesure avec la télédétection, est sensible à des grandeurs d'intérêt, mais pas seulement, et bien souvent, il va falloir ruser pour pouvoir extraire des informations utiles, des informations qui sont non utiles, mais qui auraient une influence sur le signal. Là-dessus, on s'appuie sur plusieurs types d'astuces, entre guillemets. Donc, soit on combine des bandes spectrales, voilà, donc ça c'est assez classiquement utilisé. Ici, vous avez un exemple de l'estimation du LAI, donc de la surface foliaire verte, hein,
comparé à des mesures faites au sol, et on voit que avec des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, on a des estimations tout à fait honorables de cet indice foliaire avec des coefficients de corrélation qui tournent autour de 0,85 et une précision qui est de l'ordre de entre 0,8 et 1,2 au niveau du LAI. Là, dans cette illustration, il y avait des problèmes avec certaines références au sol où il n'y avait pas que les feuilles vertes qui étaient mesurées, mais aussi les feuilles jaunes. Tout ça pour bien vous montrer que c'est bien les feuilles vertes qui sont accessibles par télédétection. Ceci dit, derrière ces indicateurs, enfin cette grandeur qui certes est quantitative, mais qui reste avec un certain niveau de précision, on peut s'apercevoir que si on s'intéresse localement à des variations un peu plus subtiles, c'est derrière ces R2 un peu, malgré tout, qui subsiste une erreur, on peut voir des choses assez fines dès lors que l'on travaille sur des variations un peu plus subtiles. Là, ici, on a par exemple la possibilité de distinguer le signal correspondant à des blés qui sont semés en même temps, cultivés de la même manière, mais avec des variétés différentes, hein. Vous voyez qu'il y a un peu des aspects un peu différents. Et on voit que la télédétection est capable de distinguer ces deux types de couverts. La deuxième astuce pour pouvoir s'en sortir, c'est de travailler sur le signal temporel, c'est-à-dire l'évolution du signal. Donc ici, par exemple, vous avez sur deux types de surfaces, des surfaces de vigne et des surfaces de verger, l'évolution de l'indice foliaire au cours du temps sur un ensemble de surfaces. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande variabilité au sein même d'une surface, hein, qui correspond aux différents stades de développement des vignes et éventuellement des différentes variétés qu'il peut y avoir. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on regarde le signal temporel, on voit très clairement une chronologie qui peut être spécifique à chaque type de surface. Donc, par exemple, la vigne ayant, on va dire, une apparition des feuilles qui est plus tardive que dans le cadre des vergers. Et ça peut être très, très utile pour pouvoir estimer, justement, identifier ce type de surface. Au passage, j'en profite pour vous montrer l'intérêt de la résolution temporelle et avec l'intérêt des nouvelles missions satellites. Là, on est avec Sentinelle-2, avec des acquisitions tous les 3 jours. Et on voit que sur une année, sur un cycle de culture, on est capable d'avoir un grand nombre d'observations qui permettent justement de bien caler et identifier des phases critiques qui vont être utilisées sur la classification. Troisième type d'approche, c'est l'analyse d'images. On peut avoir des sites qui peuvent être complexes avec un mix de plusieurs éléments. Et donc, si on utilise de la haute résolution spatiale, donc métrique ou submétrique, on peut identifier des objets dans la scène qui peuvent avoir un intérêt agronomique. Là, ici, vous avez le comptage d'arbres dans un verger, qui permet d'une part d'isoler les couronnes des arbres, donc ça peut être intéressant pour connaître les besoins en eau des cultures, mais aussi éventuellement séparer ces couronnes des arbres avec le sol qui peut lui-même offrir, qui peut également être couvert de végétation avec un enherbement, par exemple. Donc ça permet éventuellement d'appréhender des pratiques agricoles sur l'enherbement ou la conduite des vergers, la densité des vergers ou des choses de ce type-là. Alors justement, donc, je parlais d'une offre de méthodes en pleine progression. Et donc, il convient de situer un peu les grands types de missions satellites d'observation de la Terre qui peuvent avoir des visées et des intérêts un peu différents. Alors, je parle de missions et pas de satellites dans la mesure où, la plupart du temps, les missions sont composées d'une constellation de satellites pour justement permettre d'avoir les bonnes revisites, la couverture globale au niveau de la surface. Donc, historiquement, on a beaucoup travaillé avec la moyenne résolution. Donc, c'était des résolutions spatiales qui étaient entre 300 mètres et 4 kilomètres, hein, qui couvraient les différentes bandes spectrales, hein, le visible, l'infrarouge thermique, les micro-ondes, hein, avec des revisites temporelles qui étaient intéressantes, qui pouvaient aller de l'ordre de quelques minutes à la journée.
Et ça permettait d'avoir des longues séries, ça permet d'avoir des séries temporelles qui sont assez longues parce que ces satellites sont opérés depuis le début des années 80. Et donc, on peut avoir ces séries temporelles qui avaient été évoquées dans l'exposé précédent. À côté de ça, donc, il y a la haute résolution. C'est celle-ci qui est en train d'exploser ces temps-ci, avec des résolutions spatiales de l'ordre de 10 à 30 mètres et des revisites tout à fait intéressantes, hein, en tout point du globe, de 3 jours, avec des bandes spectrales visibles infrarouges. Alors, j'ai mis entre parenthèses infrarouge thermique. Voilà, on a parlé de Trishna tout à l'heure. Voilà, je pense que on aura vraiment l'équivalent de Sentinelle dans l'infrarouge thermique quand cette mission sera opérante, hein, et les micro-ondes avec notamment le radar qui est installé sur Sentinel. Voilà, donc là, on a des séries temporelles qui sont un peu moins longues, hein. Enfin, avant, il y avait des séries temporelles qui datent des années 70, mais disons, il n'y avait pas la fréquence de mesure qui permet justement de tirer toute la quintessence de l'observation. Et donc là, on accède à l'échelle de la parcelle, alors que précédemment, on était plutôt sur l'échelle du bassin versant de la petite région. Et à côté de ça, donc, on a la très haute résolution. Donc là, on est sur des résolutions spatiales inférieures au mètre, hein, euh, et qui, euh, et qui sont qui travaillent essentiellement dans le visible et l'infrarouge et qui permettent d'avoir accès à la plante, donc le comptage de plantes, par exemple, ce qui a été montré tout à l'heure sur le verger. Avec par contre une revisite temporelle qui est plus à la demande, hein, ces programmations Pléiades, par exemple, qui avaient été présentées dans l'exposé précédent. Et puis, on peut avoir la très très haute résolution, donc avec les drones inférieurs au mètre, qui permet d'accéder à l'identification des organes ou carrément à une analyse du comportement de la végétation à cette échelle-là. Voilà, donc là, on a un panorama, donc on voit qu'on a des résolutions spatiales différentes, des résolutions temporelles aussi qui sont différentes. En fonction des processus, on a plus ou moins besoin de répétitivité. Par exemple, si on s'intéresse au développement de la végétation, une image tous les 5 à 7 jours est tout à fait suffisante. Par contre, si on veut s'intéresser à des phénomènes beaucoup plus rapides, tels que l'évapotranspiration, on peut avoir besoin d'images presque toutes les 15 minutes si on s'intéresse vraiment au cycle d'ion de l'évapotranspiration. Voilà, donc je vais donner quelques exemples d'applications. Donc, tout d'abord, la première application en agriculture, hein, je pense que c'est la plus générale, c'est la cartographie de l'occupation des surfaces. Et donc là, j'attire votre attention sur le fait que c'est quand même des applications qui commencent à être bien maîtrisées, qui font l'objet de produits qui sont diffusés et mis à la disposition de la communauté. Je pense notamment aux produits d'occupation des sols du site TEIA qui permet de proposer chaque année une réactualisation à 10 mètres de résolution, une carte d'occupation des sols avec actuellement, je crois, 23 classes, si je me réfère au site TEIA. Toutefois, il est possible d'aller un peu plus finement dans ces occupations des surfaces si on est intéressé par des problématiques un peu plus spécifiques et territorialisées à un endroit donné. Donc, je reprends mon histoire des vignes et des vergers. Et on peut construire des stratégies de classification un peu qui s'appuient beaucoup plus sur, on va dire, les traits agronomiques de l'évolution de l'indice foliaire et en s'intéressant finalement aux phases de croissance, notamment en début de période, ou de décroissance en fin de période, hein, qui sont assez spécifiques à ces types de cultures. Et dans ces cas-là, on peut arriver, quand on travaille avec des séries temporelles un peu interprétées, donc en imitant un peu de connaissances agronomiques pour pouvoir guider un peu la classification, on arrive à des précisions qui sont tout à fait remarquables, bien meilleures que ce qu'on pourrait obtenir si on faisait une classification un peu brute sur les images, hein, en appliquant des algorithmes d'intelligence artificielle, dans les deux cas d'ailleurs, mais sans tenir compte, sans orienter l'algorithme vers des traits un peu spécifiques qui sont discriminants dans la classification.
À titre de comparaison, ce genre de classification sur le territoire, sur les classes que l'on a retenues, si on prenait les applications standards, on obtient des résultats qui restent tout à fait honorables, mais qui sont améliorables. Voilà, on passe de 0,75 de précision à quelque chose à 0,96. Voilà, donc deuxième élément d'exemple d'application, on peut, au-delà de la caractérisation et l'identification des cultures, on peut aller sur la caractéristique des cultures et des pratiques. Donc, dans ces pratiques, je dirais que ce qui est le plus étudié, me semble-t-il, actuellement, c'est essayer de détecter l'irrigation. Quelles sont les surfaces qui sont irriguées et quelles sont celles, éventuellement, quelles sont les doses d'irrigation et les stratégies d'irrigation qui sont utilisées. Donc là, je vous renvoie à l'exposé de Pascal Dumoulin qui va vous parler abondamment de ce type d'application. Mais il faut savoir qu'on peut aussi avoir on peut travailler sur l'identification des dates de semis, de prévision des coupes, de gestion de l'enherbement des interrants, voire de la prévision de rendement si on couple les observations avec des modélisations de culture. Donc là, je vous donne un exemple sur la prévision des coupes, enfin la caractérisation des coupes de foin sur la plaine de l'Accro, où on peut voir sur le signal temporel, c'est de manière très claire ces coupes, hein, avec des petites difficultés. Donc on voit bien qu'il y a des minimums qui sont caractéristiques de ces coupes, avec des difficultés de pouvoir, on va dire, séparer les minimums liés aux coupes et puis du bruit, du signal qui peuvent être engendrés par des problèmes de correction atmosphérique ou des choses comme ça. Excusez-moi, je me permets juste d'intervenir. On arrive au bout de l'intervention, juste si vous pouviez. Voilà, donc bah, écoutez, Voilà. juste des exemples d'applications. Donc on peut travailler sur l'état des cultures, donc l'état sanitaire, le potentiel de rendement, le pilotage de l'irrigation. Donc je ne détaille pas cet exemple-là. Et puis on peut aussi avoir des indications sur l'état du milieu, donc l'humidité de surface du sol. C'est pas toujours très simple, c'est pas encore complètement maîtrisé, mais potentiellement on doit pouvoir avoir ça, accès à ça, voire des cartographies de caractéristiques telles que la réserve en eau des sols, la réserve utile des sols. Voilà, donc je vais pas détailler cet exemple. Et donc pour conclure, on voulait juste dire que voilà, donc on assiste à l'explosion de l'offre de données de télédétection qui sont traitées et gratuites. Et ça a été un formidable levier d'innovation dans le domaine du monitoring des surfaces agricoles et de l'aide à la décision, avec de nombreuses sociétés de services qui se sont positionnées sur le créneau. Il faut avoir conscience qu'il y a aussi, par les agences spatiales et le programme Copernicus, des produits qui sont arrivés à maturité, qui peuvent être exploités pour pouvoir être mobilisés dans des applications opérationnelles. Mais que si on veut aller un peu plus loin, on peut localement améliorer ces produits, mais ça suppose d'avoir des données d'apprentissage, donc l'importance du croisement avec d'autres bases de données, et que souvent l'interprétation des données de télédétection peuvent offrir une valeur ajoutée forte si on les combine avec des modèles, et notamment avec des modèles de culture. Pour le pilotage, par exemple, de la fertilisation en fonction des potentiels de rendement, des choses comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir été un peu long. Non, non, mais merci beaucoup. C'est, comme je disais tout à l'heure, on sait que c'est un exercice très difficile pour passer tout en revue. Philippe, une question peut-être de ta part ou tu veux Oui, intervenir? allez, une question de ma part, il n'y a pas de souci, André. Et moi, la question que je voudrais poser, c'est concrètement, finalement, quelle plus-value de la haute résolution spatiale dans le domaine agricole? Alors, quand on a une image spot à 1,5, par exemple, et une sentinelle à 10 mètres, est-ce qu'il y a une vraie plus-value ou ce 10 mètres va suffire en fonction des applications? Bon, voilà, c'est vu qu'on est sur des nouveaux satellites, nouveaux services, des résolutions spatiales qui s'affinent. Je voudrais avoir voilà, ton point de vue. Bah, je pense que tout dépend de ce qu'on veut traiter comme type d'information. Là, je pense que j'ai donné deux exemples, hein. Je veux dire, il y a beaucoup
beaucoup d'informations utiles qui peuvent être vues sur une série temporelle à 10 mètres et donc représenter grosso modo le comportement moyen d'une parcelle agricole. L'intérêt, c'est qu'on peut l'étendre sur tout le territoire de manière relativement automatique et vraiment avoir accès à des algorithmes qui permettent d'accéder à des variables biophysiques qui sont pertinentes à cette échelle-là. Mais dès qu'on veut rentrer un peu plus finement, je vois par exemple, si on veut travailler sur des questions d'enherbement, il peut être intéressant de pouvoir séparer la couronne des arbres on va dire du sous-sol. Si on veut travailler sur l'extension spatiale de la canopée, qui est souvent celle dont les besoins en eau sont utiles à connaître. Là, il peut être intéressant aussi d'avoir de la très haute résolution pour pouvoir justement délimiter un peu la part, enfin, délimiter la couverture, l'empreinte du couvert végétal qui est liée à la canopée principale, qui est celle qu'on veut lier. Donc voilà, je pense que c'est vraiment complémentaire. Il n'y a pas, voilà, je pense que en fonction des variables, on peut jouer sur les deux tableaux et probablement même les combiner. C'est-à-dire que on peut essayer de bâtir des stratégies qui tirent profit de la temporalité à 10 mètres et de la précision de temps en temps à Très D'accord, bien. merci. Alors peut-être juste une dernière question. Alors, nouveaux satellites, de nombreuses publications, nouvelles applications, des nouveaux services, nouveaux produits, etc. Finalement, là, c'est une question que je pose plus spécifiquement aux chercheurs. Comment finalement la recherche peut aider les agriculteurs, les syndicats agricoles, les collectivités pour décrypter tous ces produits, tous ces services qui sont à leur disposition? Pas plus tard qu'hier, j'étais à un webinaire et une collectivité disait par exemple que eux déjà, ils ont énormément de mal à justement à à sélectionner les bons produits, les bonnes données et que peut apporter la recherche pour guider finalement les maîtres d'ouvrage ou en tout cas les utilisateurs d'un point de vue général. Je dirais que, bon, au niveau de la recherche, on a une forme d'expertise, donc on peut éventuellement naviguer dans le foisonnement de l'offre, hein. Je pense que l'intelligence artificielle a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que c'est très compliqué de généraliser des algorithmes quand on s'appuie trop sur l'intelligence artificielle. Donc, je dirais déjà orienté sur les produits qui nous paraissent les pertinents et fiables, du type voilà, des produits qui sont distribués par des agences spatiales, je pense à l'occupation des sols, par exemple, des choses comme ça. Après, je pense qu'il faut peut-être mettre en place avec les collectivités territoriales identifier les besoins et de mettre en face quelles pourraient être les stratégies les plus adaptées pour pouvoir faire face à ces besoins. Alors, le problème, c'est que la recherche, justement, devant cette offre, on est très sollicité de manière un peu foisonnante et ce qui peut être utile, c'est aussi peut-être de travailler en lien avec les sociétés de services pour développer des services numériques qui soient, qui soient adaptés à un ensemble de besoins qui seraient un peu filtrés à travers la société de services pour pouvoir justement ne pas forcément répondre à toute la diversité des sollicitations, mais essayer de serrer un peu ces sollicitations pour arriver à des services numériques qui soient un peu génériques et voilà, transférables et utilisables par les collectivités territoriales. Merci André. Est-ce Très- que je peux... Oui, moi aussi, ouais. Mais Voilà. allez, Claire, allez-y et Sébastien en deux mots parce que après c'est Ouais, déjà on va 11h30. très Ouais. vite. Juste pour dire que effectivement, en fait, on est sur des données, donc des données sentinelles qui sont, c'est des acquisitions qui sont automatiques, donc à 10 mètres de résolution. On a aussi les données Pléiades et là, je vois au niveau de l'agriculture, tout simplement, les données Pléiades, on va être au submétrique, donc à 70 centimètres, et ça sera plutôt sur de la caractérisation de vignes. Enfin, tout ce qui est voilà, ce type de culture.
Et effectivement, les bandes en RB qu'on va rechercher, parce que voilà, selon la loi, en fait, on doit être à 3 mètres entre un cours d'eau et une parcelle agricole. On doit être à 3 mètres et ça, c'est pas caractérisable par Sentinel-2, mais ça peut l'être par Pléiade. Sauf que Pléiade, en fait, c'est sur programmation. Juste pour dire qu'il y a un programme qui s'appelle Dynamis. euh, Dynamis qui permet en fait aux institutionnels de commander des images, ce qu'on appelle sur la DSP, donc enfin la coût DSP, délégation de service public, qui est à peu près 15 fois moins cher que pour des commerciaux. Et surtout, si une image a été commandée par un institutionnel, donc payée, elle est disponible en archive. Hmm. Donc, je mettrai dans le chat le lien pour Dynamis. Ça me semble important de le dire. Et puis, voilà, après, on a Sentinelle avec Théa. Merci Claire. Oui, je voulais faire un commentaire sur ce qu'André donc il disait, c'est sur les liens et les limites, sur ce qu'on appelle en fait l'IA. Je pense que le terme est un peu galvaudé, parce qu'on n'est que sur des noyaux convolutifs. Donc, est-ce qu'on peut parler d'IA? Ça, c'est notre question. Mais ce que je crois et ce qui est fondamental dans les approches par détection, ça reste toujours, c'est la qualité de la donnée en tant que telle. Et je crois que la qualité des résultats est intimement liée donc aux caractéristiques ces capteurs qui sont utilisés avant toute chose. Et Voilà. une qualité sur Sentinelle et sur Voilà. Pléiade, qualité radiométrique et géométrique Qui est exceptionnel. Enfin, qui c'est est exceptionnelle. exceptionnel. Oui, Et voilà. absolument. Alors ça, moi, je peux le dire. C'est par rapport aux autres produits que je connais, c'est vraiment un plus. Voilà. Très bien. Merci, Merci. merci à tous les deux pour votre retour.